Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live, cette nouvelle matinale, comme tous les mardis matins. La matinale aujourd'hui, on va parler de Paramount, hein, qui tente de se faire racheter par Skydance depuis pas mal de temps et qui va peut-être enfin être racheté. On a aussi un relancement de l'éducation à l'image depuis quelques temps. Voilà, avec Rachida Dati qui est monté un peu au créneau en disant qu'il était temps peut-être de relancer l'éducation à l'image. On va vous parler de tout ça. Et puis aussi la mise à jour de line-up de diverses euh, distributeurs qui ont mis de nouveaux films dans leur calendrier, donc on va vous en parler. Et puis ma recommandation, ce sera Dans la cuisine des Nguyen, que j'ai eu l'occasion de voir. Alors effectivement, le film est déjà sorti, mais ce sera l'occasion pour vous d'aller le voir, de lui faire quelques entrées. Il existe un Patreon, patreon.com/critflixmedia. Vous allez pouvoir soit gratuitement avoir accès à toutes les sorties en avance, souvent 24 heures à l'avance. Vous avez également des paliers payants, ça paiera du nouveau matériel, ça paiera les allers-retours sur Paris ou dans les grandes villes pour aller faire les interviews. Il est hors de question de se faire un salaire avec, mais plus de l'investissement pour Critflix pour vous promettre toujours plus de qualité. Puis sinon, on a toujours Threads, Blue Sky et Instagram pour se tenir au courant de tout ce qui se passe sur Critflix. La première news, on va parler de la fusion de Paramount à Skydance pour savoir ce qui se passe en fait, puisque là, la vente a été bloquée. Il faut savoir qu'en janvier dernier, PRP, alors Project Rise Partners, qui est une société qui est arrivée d'un petit peu nulle part, a proposé 13,5 milliards de dollars pour le rachat de Paramount, alors que Skydance, qui est une société de coproduction qui travaille énormément avec Paramount, en avait proposé 8 milliards. Alors ce qui s'est passé, c'est que normalement la vente était terminée, puisque la période de Go Shop, donc la période de proposition de rachat qui avait été lancée par Paramount, était terminée. Donc normalement on n'a plus le droit de proposer de nouveaux dossiers à partir de ce moment-là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des syndicats en fait qui travaillent pour Paramount, qui sont montés au créneau en disant que c'était pas juste en fait, et que Paramount ne maximisait pas la valeur du groupe en rejetant tout simplement l'offre de PRP. On est face à un problème juridique assez important. À partir du moment où on est hors vente, il est très difficile de pouvoir faire un rachat, enfin de pouvoir annuler un rachat. Et Skydance s'est vraiment lancé dans l'aventure très très tôt, hein, puisque bon bah voilà, ils se connaissent très bien avec Paramount. Ça fait un moment qu'ils bossent ensemble, surtout sur les Missions Impossibles ou sur des coproductions d'animation. On voit souvent le logo Skydance hein, dans les coproductions avec Paramount. Il s'occupe aussi de faire des productions de films pour Apple aussi en ce moment. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est que la coproduction. On verra ça quand on sera dans l'historique de Skydance. Mais voilà, c'est quand même important de savoir que finalement tout ça est un petit peu bloqué parce que il y a quand même un processus judiciaire qui a été mis en place par les actionnaires plaignants. Tout ça est un petit peu ralenti, mais apparemment, vu que tout est réglementaire, le rachat entre Paramount et Skydance est toujours en cours et sera sûrement finalisé à la fin du premier semestre 2025, donc d'ici le mois de juillet ou le mois d'août. Ce qui est intéressant de savoir, c'est d'où ça vient tout ça, pourquoi il y a un rachat. Et donc je voulais revoir avec vous d'où venait Paramount, d'où venait Skydance et qu'est-ce qui fait, quelles sont les questions à se poser quand on voit un rachat comme celui-là, avec Paramount qui est une énorme maison, Skydance qui est un tout petit coproducteur, enfin tout petit. Ils ont quand même pas mal de choses à leur actif, mais n'empêche que ça reste beaucoup plus petit, en tout cas dans son historique et dans l'argent qui a été enclenché dans leur investissement, ça reste quand même beaucoup plus petit que Paramount, donc tout sort de ces 8 milliards d'euros, enfin de dollars, pardon, et ça peut être intéressant de le savoir. Paramount, de base, en fait, on a deux branches différentes. On a Paramount qui a été créé en 1912 par trois hommes, dont Adolphe Zucker. C'est un monsieur qui a créé des Nickelodeon, alors c'est marrant parce que je savais pas d'où venait le mot Nickelodeon, et j'ai appris que c'était des tout petits cinémas, en fait, qui faisaient payer 5 cents l'entrée pour des tout petits films, des très petites productions, ou des courts-métrages, des choses comme ça, et en fait, on déposait une pièce à l'entrée, il y avait un tourniquet, et on pouvait rentrer dans le Nickelodeon un peu comme on voulait, et c'est de là que vient le mot Nickelodeon, qui d'ailleurs, en plus, fait partie intégrante maintenant de Paramount, du coup, puisqu'ils ont une société qui s'appelle Nickelodeon. Donc ça, c'est marrant de se dire que ça vient de là, et donc Adolphe Zucker, il a commencé à distribuer des films via Paramount, il a créé une société, puis donc il achetait des petits films, il les rediffusait via sa société Paramount, et ensuite il s'est associé à deux sociétés de production, et c'est avec donc les deux autres hommes, c'est devenu le Paramount qu'on connaît actuellement. Une société de production et de distribution de films de cinéma. Donc à l'époque, de films plutôt longs, hein, 1 heure et quart, et puis ça s'est rallongé au fur et à mesure, avec énormément de productions qu'on connaît, je vais vous en citer quelques-unes. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 30, les années 60, Paramount donc devient de plus en plus gros, ils sortent de plus en plus de films, hein, des films inoubliables comme Psycho, Star Trek, la trilogie Le Parrain, Apocalypse Now, Happy Days,
et on voit ressurgir des acteurs comme Elvis Presley, le réalisateur Hitchcock, pardon, John Travolta ou encore John Wayne. Donc ça, c'est vraiment le gros de l'âge d'or de Paramount à l'époque. Effectivement, de l'autre côté, on avait CBS qui s'est créé, qui lui était un rachat, il apparaît vers 1928, et on a la récupération de 16 stations de radio qui deviennent le réseau CBS. Ça, c'est en 1928. En 1930, première chaîne de télévision pour CBS, et en 1960, la première diffusion des Jeux Olympiques sur les chaînes CBS. Entre les années 60 et 70, CBS, ça devient un réseau de chaînes modernes, locales. Par exemple, ils ont filmé le premier baiser interracial, ils ont eu le premier journaliste noir en sport, ou la première femme commentatrice sportive, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qu'ils aiment bien mettre en avant sur le site, mais à ce moment-là, il n'y a pas la fusion entre Paramount et CBS. Ce sont deux sociétés complètement séparées. Par contre, donc dans les années 80-90, Paramount donc coproduit des choses comme Titanic. C'est pas forcément, moi j'ai appris ça, hein. 20th Century Fox a produit quasi entièrement Titanic, mais Paramount est venu mettre quelques fonds. On va avoir ensuite des productions de séries et de films qui sont très connus, comme la série des Vendredi 13, la série des Indiana Jones, etc., etc. Et en 93, on a effectivement le rachat de Paramount Pictures par CBS. Donc là, ça devient donc une société globale entre les chaînes de télévision et le cinéma. Paramount Pictures et CBS font partie de la même entité. En 2019, Paramount CBS rachète Pluto TV et Paramount Global devient Viacom CBS puisqu'il rachète effectivement la société Viacom et donc ça devient, ou c'est Viacom qui les rachète, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, il y a un rachat qui se fait et on se retrouve avec Viacom CBS en 2019 qui rachète également la chaîne Fast que tout le monde connaît, Pluto TV, donc ça devient un véritable empire de chaînes de télévision et de cinéma. Donc on a la chaîne BET, on a les chaînes CBS, CBS News, CBS Sport, on a MTV, Comédie Centrale, Nickelodeon, Paramount+, Paramount Network, Paramount Pictures, Pluto TV, Showtime, et d'autres qui sont un petit peu plus typiques du territoire américain comme Pop TV, Smithsonian Channel ou TV Land, ce genre de choses, et quelques chaînes de télévision dans les pays sud-américains comme Téléfait. Donc ça, c'est un empire global de Paramount. On croirait pas comme ça parce que Paramount, ils font peut-être moins de communication que Disney ou Warner. Ils se mettent moins en avant avec des grosses productions, mais n'empêche que ça a été une grosse maison de production et de distribution pendant des années, surtout au milieu des années 80-90. Et ensuite, voilà, ça s'est tout doucement dirigé vers la télévision avec des séries télé. Hein. On connaît énormément de séries télé qui viennent de chez Paramount. Par exemple, Paramount+, c'est 1923, c'est Halo, c'est Pat' Patrouille, c'est toutes les séries Bob l'éponge, c'est tous les Star Trek, c'est Tulsa King. Sur CBS, on a Fire Country, on a tous les NCIS. On va avoir The Late Show de Stephen Colbert. On a The Survivor, donc la toute première version de Koh-Lanta. Tout ça, c'est des choses qui viennent de chez CBS Paramount. Donc c'est quand même un truc qui est absolument énorme. Mais effectivement, depuis quelques années, Paramount s'en sort pas très bien. Ils ont été obligés de fermer des studios. Ils ont été obligés de faire racheter une partie de leur production. Ils ont arrêté toute la partie télévision de Paramount. Donc CBS a gardé sa partie télévision, production de télévision, séries et shows. Mais par contre, ils ont arrêté toute la partie Paramount Télé, donc toutes les séries liées à Paramount+, Star Trek, Halo, etc. Et CBS a repris une partie de tous ces trucs-là, comme par exemple Reacher, hein, qui a réussi à avoir une saison 3 sur Amazon, puisque CBS a repris la main sur la production de certaines séries. Paramount a fait énormément de productions de télévision liées à un sujet particulier, que ça soit les pompiers, la médecine. Il y a une espèce de ligne de fabrique en fait chez Paramount et CBS qui est assez identifiable. Et ce type de série-là, malheureusement, aujourd'hui, ne fonctionne plus. On le voit avec NCIS, par exemple. Voilà, c'est des séries sur le long cours qui, aujourd'hui, n'ont plus vraiment d'efficacité. Les gens préfèrent des séries de 10-13 épisodes avec des saisons courtes, mais avec un fil rouge beaucoup plus tenu. Malheureusement, le modèle qu'avait créé Paramount CBS à l'époque ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc forcément, il faut le temps de pouvoir se remettre en selle, le temps de pouvoir trouver une nouvelle solution, eh bien malheureusement il y a des baisses de fonds, enfin des baisses de revenus qui se font voilà, sur plusieurs dizaines d'années, ça paraît logique. Un parcours beaucoup plus court pour Skydance, puisque Skydance est une société qui a été fondée en 2006, hein, c'est vraiment pas très vieux, par un monsieur qui s'appelle David Ellison. C'est une société qui se concentre principalement sur l'entertainment, ils font énormément de sport, ils font énormément de séries, et quelques films par an, comparé à tout le reste de leur coproduction. Donc ce que j'appelle coproduction, c'est intéressant, j'ai essayé de voir un petit peu ce que ça donnait. En fait, la coproduction, c'est donner une partie des fonds
pour produire un film. Et derrière, Skydance, la plupart du temps, dans leur contrat, ont une récupération intellectuelle du scénario et du film, donc pour pouvoir par exemple faire des remakes ou des suites, des choses comme ça. Ils vont toucher un certain pourcentage des revenus de la marque qui décide d'être producteur exécutif du film, et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. En fait, ils récupèrent leur mise avec la propriété intellectuelle et le pourcentage au visionnage. Puisqu'il faut savoir qu'effectivement, ils sont coproducteurs sur des films Paramount qui sortent au cinéma, donc là c'est facile à deviner, ils touchent une partie des revenus sur les tickets de cinéma, une partie des revenus sur les ventes de DVD et une partie des revenus sur les ventes VOD, mais une fois que ça concerne les plateformes de streaming, j'ai essayé d'aller me renseigner, c'est un peu compliqué parce qu'en fait tous les contrats sont différents selon les plateformes, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur une plateforme de streaming, la plupart du temps, les coproducteurs vont être payés à la minute de visionnage, au visionnage, à l'heure de visionnage. En tout cas, à partir du moment où le média est lancé, le coproducteur considère qu'il a le droit de toucher une partie des revenus qui lui sont dus. Donc ça peut être de la hauteur de 1%, de quelques dollars par minute, quelques dollars par heure ou quelques pourcents du revenu par heure de visionnage. C'est un petit peu compliqué tout ça, j'ai pas réussi à rentrer. Vraiment, j'ai pas encore ni les connaissances, ni les accès, on va dire, à ce genre de dossier, donc c'est très compliqué pour moi de vous donner plus d'informations sur comment Skydance parvient à gagner autant d'argent avec des coproductions, principalement en plus des coproductions directement sur les plateformes de streaming actuellement. La première coproduction qu'on voit entre Paramount et Skydance, elle n'est pas vieille, c'est en 2009, hein. Ça a même pas 20 ans, et à partir de là, effectivement, il va y avoir une entente entre Paramount et Skydance, ils vont s'entendre sur pas mal de productions et de coproductions, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, on a par exemple les Missions Impossibles qui sont coproduits par Skydance. On a Reacher, la saison 3, hein, qui est aussi en accord avec Paramount, qui a été coproduite par Skydance. On va avoir tout ce qui va être autour du sport, hein, je vous en ai parlé, effectivement. On a le dernier film Apple TV, The Gorge. Il faut savoir qu'en 2018, Tencent a racheté 10% de Skydance. Donc on a le marché chinois, hein, qui s'intéresse fortement, enfin, ça se voit depuis un moment, mais le marché chinois qui s'intéresse fortement, de plus en plus, au marché américain et aux productions américaines. Donc voilà pour cet historique de Paramount et Skydance. Très certainement en vue des changements de politique, des démissions et des départs aussi poussés vers la porte, je pense, puisque souvent les rachats, hein, relancent forcément des restructurations qui font que voilà, certains employés vont être tout doucement remerciés pour essayer de renouveler un petit peu tout ça, puis surtout parce que des doublons de bureaux dans les rachats, ça fait souvent mauvaise figure, donc il y a sûrement des bureaux qui vont sauter pour pas se retrouver à faire doublon entre Skydance et Paramount et CBS. Donc on verra tout ça dans les semaines à venir. La news numéro 2, elle va être très courte, hein. C'est juste que c'est, on va dire, une bonne nouvelle. Alors c'est toujours pareil avec le gouvernement, on ne sait jamais ce qui sera fait entre ce qui est annoncé et ce qui est vraiment mis sur le papier. Mais il y a eu une rencontre à la Cinémathèque française entre Rachida Dati et certains acteurs, exploitants et de l'éducation nationale à la Cinémathèque française. Et Rachida Dati a annoncé confier une mission de remise en ordre à Édouard Geffray de l'éducation à l'image. Donc il faut savoir que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de réformes qui ont été faites au niveau de l'éducation nationale qui font que maintenant, l'éducation à l'image a du mal à se mettre en place au niveau des écoles, déjà par exemple par le fait que les formations d'éducation à l'image ne sont plus à travailler sur le temps scolaire et qu'il n'y a plus de remplacement des professeurs quand ils sont en formation d'éducation à l'image. Donc c'est-à-dire qu'un professeur par exemple qui va aller en début d'année pour visionner les films qui ont été choisis pour les 3 trimestres de école maternelle ou collège cinéma ou même lycée au cinéma, ce ne sera plus compté dans ses heures déjà de professeur, et en plus de ça, si ça devait l'être, la personne ne serait pas remplacée pendant ses cours, donc elle serait comptée comme absente. Ça a été des réformes qui ont été faites l'année dernière ou il y a 2 ans, et ça a fait gros scandale pour les professeurs qui s'intéressaient au cinéma. Malheureusement, le problème avec les sorties culturelles, c'est que certains professeurs s'en fichent un petit peu, et qu'à partir du moment où on leur dit ce sera hors du temps du travail, les profs te disent oui, moi j'ai pas à le faire en dehors de mon temps de travail, de regarder des dessins animés ou des films pour les élèves, c'est censé être mon travail, donc c'est censé être fait sur mes heures de travail. Ce que je comprends tout à fait, hein. Attention, hein, je ne dénigre pas, ils ont entièrement raison. Je pense que toute formation à l'éducation, qu'elle soit en rapport avec la matière du professeur
ou pas, est à faire sur le temps de travail, ce qui paraît logique. Donc voilà, ça avait été mis en place, ça risque de rétro-pédaler. Je pense que Édouard Geffray va mettre un peu le nez dedans et se rendre compte que, ben, du coup, il y a quand même des choses à faire de ce côté-là au niveau de l'éducation nationale. Je cite le film français. La FNCF espère ainsi que cette mission permettra de proposer en urgence des solutions pérennes pour préserver et relancer de façon ambitieuse ces dispositifs créés il y a plus de 30 ans et qui rassemblent plus de 2 millions d'élèves chaque année. Fin de la citation. Donc ça, c'est en rapport aussi avec le gel du pass culture collectif. Hein. Donc normalement, il est censé mettre la tête dedans et se rendre compte qu'effectivement, certains lycées, certains collèges, certaines écoles ont énormément de mal à financer les sorties d'écoles, collèges ou lycées au cinéma et qu'il est peut-être temps de proposer une enveloppe à part pour les sorties cinéma en dehors des sorties culturelles, puisque, encore une fois, c'est une obligation. On a déjà fait un gros résumé la semaine dernière dans la matinale, mais c'est un problème de déclarer aux écoles qu'elles sont obligées, une fois qu'elles ont signé la charte, de venir au cinéma pour voir les 3 films des 3 trimestres, et en plus de ça, derrière, ne pas leur donner le budget pour le faire. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. La remise en ordre, elle peut prendre du temps, hein, ça va dépendre de comment Édouard Geffray a envie de gérer tout ça, s'il veut... Mais bon, normalement, vu que la FNCF va aussi accompagner pour gérer le dossier, je pense que voilà, chacun va essayer de tirer la couverture à soi, va tenter de trouver un accord voilà, le plus à l'amiable possible. Et la news numéro 3, je vais vous parler du coup des line-up hein, de ce qui arrive dans les prochains mois et dans les prochaines années chez les distributeurs français. Comme par exemple KMBO qui a annoncé un film d'horreur sur un exorciste avec Al Pacino et Dan Stevens. Ça va s'appeler The Rituals, l'exorcisme d'Emma Schmidt. Ça sera fait par David Meidel et c'est prévu pour le 11 juin 2025. Alors c'est une sortie surprise. KMBO, je ne comprends pas leur ligne éditoriale. Je vous en supplie. KMBO, si vous m'écoutez, mais contactez-moi. Je rêve de vous avoir au micro de Critflix parce que je ne comprends pas votre ligne éditoriale. Je comprends la ligne éditoriale des films du Préau, je comprends la ligne éditoriale de Rozoom, je comprends même la ligne éditoriale de Arizona Distribution, mais alors vous, KMBO, vous partez dans tous les sens, c'est un truc de dingue. Et donc je rêverais de vous avoir au micro pour savoir comment vous choisissez la distribution de vos films. Studio Canal qui a prévu Gourou de Yann Gozlan, enfin, ça fait longtemps qu'on en entend parler de ce film, donc ce sera toujours avec Pierre Ninet. C'est la 3e collaboration avec Yann Gozlan pour Pierre Ninet depuis Boîte Noire et Un homme idéal. Yann Gozlan, on le connaît pour Boîte Noire, mais aussi pour Vision, qui était un film qui était un peu moyen quand même. Il n'avait pas convaincu son public et moi non plus. Donc Gourou, c'est prévu pour janvier 2026 et ça racontera bien évidemment l'histoire d'un gourou qui commence à créer une secte du coup et commence à prendre un peu de pouvoir au sein de ses adeptes. Donc ça peut être un film très intéressant. On connaît Yann Goslan, sa capacité à faire de la tension hein, dans ses thrillers, hein, comme dans Boîte Noire. Vision avait de très très jolis moments de tension. Malheureusement, le scénario était complètement flingué par des moments complètement incohérents. Donc c'est quand même dommage. Mais voilà, ça aurait pu être un bon film, mais il se perd un peu. Mais n'empêche que voilà, il arrive à créer de super moments. Et c'est un très bon réalisateur qui a de très bonnes idées. On a Ad Vitam qui sort un premier film de Carlos Abascal Pero avec un casting de rêve. Hein, François Cluzet, Karine Viard, Alex Lutz. Pour parler de la vie d'un jeune parlementaire dont la vie va sombrer à cause d'un scandale politique. C'est prévu pour le 10 septembre. Donc François Cluzet qui revient avec Karine Viard et Alex Lutz. Donc ça peut être pas mal, un gros casting. Il y a d'autres jeunes hein, qui sont à l'intérieur, qui sont un peu moins connus, mais le casting est plutôt intéressant. Et Tandem qu'on aime d'amour, qui sortent plein de films super, qui sortira le 2 juillet, Gangs of Taiwan, un film de mafia asiatique. Moi j'aime beaucoup hein, les films de chez Tandem. J'essaye de les... Donc pareil, un Tandem, si vous écoutez ce podcast ou cette matinale, n'hésitez pas à me contacter. Je rêverais de vous avoir au micro de Critflix parce que vraiment vous sortez des dingueries. Vos films sont vraiment super, je vous suis depuis un monde. Donc voilà, ils sortent beaucoup de films. Ils ont sorti La Pampa là récemment, qui est très bien aussi. Mais enfin, je suis le parrain de ton fils. Voilà. Ça c'est la meilleure chose que je peux vous proposer en François Cluzet bis. Mais voilà, je m'entraîne un peu tous les jours devant le miroir, mais je pense que je n'arriverai jamais au niveau du palmacho. Voilà pour les line-up qui sont arrivés ces derniers temps. Écoutez, on arrive tout doucement à la recommandation de la journée. Donc dans la cuisine des Nguyen, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui est sorti le 5 mars, qui a été réalisé par Stéphane Lee Kwang, avec Clotilde Chevalier, Anne Tran Ngia et Léana Chea. C'est un film français. C'est un film qui est distribué par Jour de Fête.
Et c'est un film qui va raconter l'histoire d'Yvonne Nguyen, qui est une femme d'origine vietnamienne qui adore la comédie musicale. Elle en fait d'ailleurs dans un tout petit club parisien. Et elle va être choisie dans un casting pour représenter une princesse asiatique dans une comédie musicale autour de Casanova, fait par un grand producteur, etc. Et donc elle va abandonner son petit théâtre de quartier pour essayer d'aller réussir cette audition. Et pendant ce temps-là, tous les soirs, elle est obligée de rentrer chez sa mère puisqu'elle a quitté son copain, qu'elle n'a plus d'appartement ni les moyens de le payer. Et donc, tous les soirs, elle va se retrouver confrontée à sa mère, qui elle est vietnamienne, qui parle très peu français, et qui fait des nems toute la journée pour le restaurant karaoké qu'elle tient sur Paris. Le film va être couvert de musique, de danse, c'est une comédie musicale un peu à La Land. Si vous avez aimé ce genre de film-là, normalement vous devriez pas être trop dépaysé avec la cuisine des Nguyen. C'est un film qui est très sympathique. Alors au début j'ai eu beaucoup de mal, le jeu de l'actrice principale, moi, m'a un peu gêné, je la trouve voilà, un petit peu en dessous de ce que j'attendais. Au fur et à mesure du film, en fait, ce qui est très bien, c'est qu'on se rend compte que le film est beaucoup moins innocent qu'il ne le paraît. Donc on va avoir vraiment toute la partie critique du racisme ordinaire auquel font face les Asiatiques en France, et surtout la communauté vietnamienne qui peine vraiment à se faire une place dans la société française, et surtout comment dire, à conserver toute leur identité et leur histoire, tout en étant sur le territoire français. Donc c'est vraiment très très intéressant. Il y a des sujets comme le fait de ne pas oser parler de l'homosexualité, le fait de devoir avoir un métier qui gagne énormément d'argent parce que tes parents ont fait l'effort de venir sur le territoire français pour que tu aies une belle vie, alors toi, tu te dois pour tes parents d'en avoir une aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été abordées dans ce film-là. C'est très bien fait, c'est assez clair à comprendre, ça part pas dans tous les sens non plus. Les chansons et les danses sont plutôt pas mal, même si moi j'aime beaucoup les chansons qui riment énormément. Dans la comédie musicale, c'est plus, surtout en France, c'est plus de la comédie musicale chantée parlée. Donc on a moins ce côté véritable chanson, qui peut parfois être un peu gênant, comme on le voit dans les parapluies de Cherbourg ou des choses comme ça. Moi, ça me gêne un peu. On n'en fait pas un point rédhibitoire pour aller voir le film. En tout cas, j'ai trouvé ça assez sympathique. Voilà, assez peu de choses à dire en plus hein, sur la cuisine des Nguyen. Ça reste un film tout à fait sympathique. En tout cas, une petite sortie. C'est une proposition qui est hyper originale. En tout cas, c'est assez rare de voir des comédies musicales en France, françaises. Donc, dès qu'il y en a, ben, on prend. Hein. Dans tous les cas, on leur donne leur chance. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Il est fait le tour de notre matinale de ce matin. Donc voilà, je vous le rappelle, on est en fin de matinale, donc je vous le rappelle, vous avez le Patreon, patreon.com/critflixmedia qui vous permet gratuitement d'avoir toutes les sorties en avance, et sinon vous pouvez donner de 1 à 100 euros par mois si vous le souhaitez pour participer au projet Critflix, pour nous permettre de nous améliorer au niveau de notre matériel, pour nous payer les voyages, pour les interviews. Donc tout ça, c'est la possibilité de nous aider à améliorer Critflix. Sinon, vous avez les réseaux classiques, Instagram, Twitter, Blue Sky et Threads, sur lesquels nous sommes à peu près présents. Et puis sinon, à rappeler que le mardi, nous sommes mardi, il y a la matinale. Le vendredi, vous avez Critflix. Et le dimanche, vous avez le replay de la matinale en podcast. Je devais sortir en version libre l'interview d'Emmanuel Chevalier. Vous auriez pu l'écouter ce mercredi demain, mais je vais le repousser d'une semaine pour laisser le temps et l'exclusivité à Patreon pour ce podcast qui m'a pris du temps et qui a été fait dans la souffrance, on va dire, même s'il est très bien. Donc voilà, je vous laisse l'exclusivité Patreon pour l'instant sur ce podcast-là. Il sortira la semaine prochaine en version libre sur toutes les plateformes. Et sinon, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai la gorge sèche. Je vais donc vous laisser, vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine ou à une prochaine journée si vous écoutez Critflix. À très bientôt. Salut!